Salut, c'est Guillaume Canet. Et oui, je vois qu'il y a une surprise venant de toi. Mais oui, je ne savais pas que Guillaume Canet était avec nous dans la place. Festival de Cannes, Guillaume Canet, voilà, c'est ça, c'est la vanne. Alors, vous qui nous écoutez, et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans La Vie Désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Vous avez l'habitude, là c'est le 11e jour, et oui, on est toujours là, on est toujours à Cannes, et vous venez d'entendre du coup ce générique pour la 11e fois. Vous n'êtes pas surpris, mais mon invité du jour, qui est là, juste ici, qui est beau comme un camion tout neuf, c'est-à-dire que voilà. Arrête. Voilà, c'est pas un camion qui a de l'ancienneté, là il sort tout juste de l'usine. Je suis bel et bien avec Théophile. Bonjour Théophile. Bonjour Robin. Ça va hein? Ça va et toi? Tu te rends compte que ça fait quoi? Ça fait 4 jours qu'on est en coloc? Ouais. C'est la première fois qu'on se parle peut-être? Qu'on se parle vraiment, c'est ça, c'est vraiment l'idée. C'est ça, parce que... On se loupe tout le temps. C'est ça, parce que tu n'es jamais aux mêmes séances que moi et parce que tu dors. Quel bonheur. Ça m'arrive. Mais après tu te lèves, alors que moi je me lève plus en ce moment là, c'est vraiment l'horreur. Théophile, chose que tu ne sais pas et je t'ai réservé la surprise, c'est que j'ai l'habitude d'accueillir mes invités quand c'est la première fois qu'ils viennent en lisant leur biographie sur Twitter. Donc je vais lire et tu vas me répondre. Alors, étudiant au cours Florent. Oui. T'es étudiant au cours Florent. Et oui Robin. Qu'est-ce que tu fais de beau au cours Florent? Eh ben, tu sais les troubadours, on fait la fête, on jongle, on danse. Non mais plus sérieusement, non c'est trop cool, c'est formation d'acteur, simple théâtre. J'ai commencé l'année dernière et là du coup je suis en 2e année et ça me plaît beaucoup, je m'éclate. C'est un travail absolument monstrueux, mais c'est du très bon travail. Donc t'es acteur là? Pas encore. Pas encore. Mais on essaye. Donc là, par exemple, si je te propose un truc à jouer, tu pourrais me le jouer. C'est horrible, genre vraiment. Ah bon? Ah ouais? Ah non. Ah, vas-y, fais le clown, divertis-nous. Allez, troubadour, saltimbanque. Regarde, je te jette l'os, va le récupérer. TikTok, t'as un TikTok toi? Ouais, c'est vraiment juste depuis Cannes parce que je voulais me mettre à faire des petites vidéos et tout. Je me suis dit pourquoi pas profiter de mon premier festival pour faire des petits vlogs, des petites reviews. Ok. Il y en a qui sont sortis pour le moment ou ça sortira plus tard? Là, il y en a 3. Ok. J'ai sorti la 3e aujourd'hui. Et voilà, je vais faire. Donc, il y en aura une pour, donc, une pour le vendredi demain, une pour le samedi dimanche. Et une finale lundi après. Et après, je continuerai, j'essaierai en tout cas. Bah, je mettrai ça en description. T'attends Letterboxd, t'aimes bien le cinéma? Ah oui, c'est toute ma vie. J'aime trop. Non, ouais, Letterboxd, meilleure plateforme en plus. Donc, complètement, ouais, je suis accro. Et vive la culture. Oui, parce que vive la culture, vive tous les arts. Je suis fan de cinéma, mais j'aime lire, écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, aller voir des expositions, des musées, de la danse. Tout est bon, ouais, toute la culture quelqu'un de culturé, je vois. J'essaye, en tout cas, monsieur Robin, écoutez. Et ça, c'est du cours Florent, là, tu viens d'entendre. Là, arrête. Non. Et là, si ça vous donne pas envie de regarder ce qu'il fait. Bref, alors aujourd'hui, gros programme. Je vais vous parler de Yes de Lapide. John Navad Lapide. Merci John. Ensuite, nous allons vous parler du dernier film en compétition, à savoir The Mastermind de Kelly Rickard. Et on va vous faire, avec les colocs, le tour des pronostics et des envies de ce palmarès de Festival de Cannes, sachant que Clément a décidé de me chier à la gueule et de dire non, tout simplement. Non, en fait, cool, Clément a envie de faire ça proprement demain, donc vous n'aurez pas l'avis de Clément, mais vous aurez l'avis quand même de 3 belles personnes, à savoir Théophile, John et votre humble serviteur. Et très beau serviteur. Je vais commencer tout d'abord avec un film sur lequel je vais être quand même très rapide parce que c'est pas le film sur lequel j'ai le plus à dire, à savoir Yes de Nadav Lapide. Alors la raison pour laquelle je vais pas avoir tant de choses à dire, c'est parce que en fait on me l'a vendu à beaucoup de bien. J'ai 2 personnes autour de moi qui m'ont dit faut absolument que tu vois Yes, c'est un des grands films de ce festival. Je dis pas que c'est pas le cas, je dis juste que je ne suis pas aussi extatique que les personnes qui l'ont vu. Néanmoins, je trouve que ça reste un chouette film, c'est un film de 2h30 sur lequel tu vois pas trop le temps passer et surtout, c'est difficile de bouder son plaisir. Je trouve que c'est un film qui est vraiment, c'est un film qui m'est très sympathique, devant lequel je passe un très bon moment. Pour vous raconter l'histoire, en fait, c'est au lendemain des attentats du 7 octobre, d'un point de vue israélien, où on va se concentrer sur l'histoire d'un couple et comment eux réagissent face à ce qui s'est passé la nuit du 7 octobre. C'est un film qui est en 3 parties et on m'avait parlé de la folie du film. La folie, on la retrouve principalement dans la première partie. Les 2 autres parties, non pas qu'elles soient mauvaises, c'est un peu plus académique. Mais bon, bref, on va commencer. La première partie, oui, ça tente plein de choses d'un point de vue visuel. En fait, il y a 2 éléments qui me marquent énormément. Alors, la première partie est
énormément basé sur la musique, la techno, etc. Et c'est vrai que la caméra va énormément suivre ce genre de mouvement. Elle va carrément être comme une sorte de headbanging à elle toute seule. La caméra va vraiment complètement trembler. Et là, parce que dans certains films, je trouve ça assez insupportable, notamment dans le premier Saw, celui de James Wan, où je déteste cette caméra qui est ultra tremblotante parce que ça va te créer un effet d'horreur, de mal à l'aise, etc. Là, pour moi, ça passe beaucoup mieux parce que c'est complètement dans l'esprit de ces gros tuffers, si on peut dire. Et puis, l'autre immense effet de mise en scène, c'est quand ils reçoivent les nouvelles de ce qui s'est passé du coup le 7 octobre et les jours qui suivent, et que quand ils lisent les notifications sur leur téléphone, il y a un bruit atroce où est-ce qu'on s'imagine du coup la destruction des immeubles, et ensuite ils passent très vite à autre chose. Et je trouve qu'il y a un effet qui est immense de en fait l'horreur qui s'immisce dans le quotidien, l'horreur durant la normalité, et comment en fait, alors qu'ils sont israéliens, alors que ça se passe pas loin de chez eux, pour eux c'est juste une notif sur parmi tant d'autres, et qu'une fois qu'ils ont éteint le téléphone, l'horreur disparaît mais de leur point de vue. Et je trouve que c'est très fort. Et après, le film se veut être de manière globale. Je ne sais pas si le mot farce est bon, mais c'est très satirique. Ça plonge dans le cynique pour montrer des personnes, un peu comme les aigles de la République. Je trouve qu'il y a un parallèle intéressant sur des personnes qui ne sont pas forcément en accord avec ce qui se passe, mais de par rapport à leur lâcheté, vont devenir des personnages passifs, voire actifs dans ce film-là, où ils vont aller contre leurs valeurs, juste pour un peu de gloire, un peu de considération. Et je trouve que le film exploite vraiment bien cette question-là de moralité bafouée, d'hommes sans principe, qui est à la solde du gouvernement. Et c'est un film qui a eu des subventions israéliennes, c'est un film israélien, mais qui pourtant est en critique vraiment très frontale par rapport au gouvernement de Netanyahou. Il y a carrément un moment où ça s'adresse directement à la caméra en disant la plupart des gens qui regardent ce film détestent Israël. Et donc voilà, je trouve que le film raconte plein de choses. En termes de mise en scène, encore une fois, il y a des images qui sont très fortes. L'un des personnages doit écrire un nouveau hymne pour Israël. Il se blesse, il s'effrotte avec l'hymne, l'hymne est rempli de sang. Bon, l'imagerie, elle est quand même très forte par rapport à ça, mais elle est simple, elle est pas compliquée, mais au moins elle est hyper efficace. Et donc c'est un film qui est basé là-dessus, de la guerre en arrière-plan, la lâcheté de le faire continuer. Il y a des idées qui sont très fortes. Enfin, il y en a une par exemple, c'est en fait on s'interrogeait durant la Seconde Guerre comment des gens ont pu continuer de vivre alors qu'il y avait des actes pareils qui étaient commis. Et maintenant on a la réponse, et je trouve ça hyper fort. Mon seul bémol, c'est que du coup je l'ai vu avec des gens qui étaient extatiques, et donc je m'attendais à un film de fou. J'ai vu un très chouette film, mais j'arrive pas à être aussi emporté que par le film dont ils m'ont parlé, donc et ni la folie qui m'était vendue. Donc je passe un bon moment, mais loin s'en faut. Mais c'est malheureusement pas le film qu'on m'a vendu. Après, si, je vais rajouter un petit truc par rapport au film, c'est que vu qu'il fait 2h30, il y a un moment où le film patine un peu, j'ai l'impression. C'est par rapport à tous ces effets assez grandiloquents, il y a un moment où ça devient un peu redondant, un peu fatigant. Et c'est vrai qu'il y a toute la seconde partie que je trouve assez longue pour ce que ça cherche à me raconter. Donc voilà, c'est vrai que si le film avait été plus court et si on ne me l'avait pas autant vendu, je pense que je l'aurais mis plus haut dans mon cœur. Mais ça reste encore, comme je l'ai dit plein de fois, ça reste un bon film, mais pas le coup de cœur auquel je m'attendais. Nous continuons du coup avec The Mastermind de Kaylee Garricard. Théophile, tu vas enfin pouvoir parler après ce long tunnel. On va commencer par toi. Alors toi, immense coup de cœur, tu m'as dit. Oui, alors là, j'ai passé 1h50 absolument très très longue. Aïe. Trop longue, c'est trop dommage, parce qu'en plus le film commence super bien. Il y a un bon rythme, il y a une musique qui te met dedans, Josh O'Connor est super. C'est très jazzy. C'est très jazzy, un peu Ocean's Eleven évidemment, mais quand on pense au film de casse et tout. Mais non, vraiment très dommage. Ça commence très bien, on est vraiment à fond dedans, on s'attend à un truc dynamique et tout de casse. Ah, dynamique, je sais pas trop. T'as vu d'autres films Et non, c'est mon premier qui est D'accord, ok, alors ça se comprend que... Oui. Mais effectivement, du coup, le film n'est absolument pas dynamique, ce qui n'est pas un défaut, parce que la réalisation est très très bonne, et on en parlait tout à l'heure, le fait que les scènes soient très longues et elle laisse poser la caméra fixe et elle laisse la scène se passer, se poser, et vraiment ça marche trop bien en termes d'immersion, en termes d'humour aussi, parce qu'en vrai le film est assez drôle.
mais c'est en termes de narration que ça marche pas du tout, parce qu'il y a un ventre mou d'1 heure sur 1h50, donc c'est juste pas possible. Et le film, il va nulle part. Ouais, bah pour résumer rapidement, c'est une histoire de casse. Et comme tous les films de casse, ça se passe pas aussi bien que prévu. Et la question, c'est comment notre personnage principal, donc Josh O'Connor ici, répond face à cet imprévu. Et donc, c'est toute la seconde partie du film de Keba à exploiter. Et j'ai l'impression que c'est la seconde partie qui a fait tomber pour tout le monde. Pour ma part, c'est mon 4e film de Kelly Richards, donc j'ai eu l'habitude de m'habituer à son cinéma. Je l'avais découvert avec Force Co, qui j'avais eu beaucoup de mal justement avec le rythme, mais que visuellement je trouvais très beau. Là, justement, je trouve que c'est un de ses films les moins, je ne vais pas dire beau visuellement, mais disons que quand bien même c'est filmé à la pellicule et que tu sens qu'il y a une intention à la photographie, c'est pas celui, par exemple, First Co, ça a été une immense claque, et même la dernière piste, qui est mon Kelly Richards préféré, j'avais été ébahi par la photographie et l'ambiance qu'on retrouvait. C'est vrai qu'ici on perd un peu ça. Par contre, ce que j'aime bien chez elle, c'est que c'est, je trouve, en fait, elle a commencé dans le naturalisme et à l'heure actuelle, j'aurais tendance en tout cas à la qualifier. J'ai pas vu Showing Up, son dernier, mais j'aurais tendance à la qualifier de réalisatrice matérialiste. Alors matérialiste, juste pour rapidement définir ce terme, c'est le travail de la matière et le travail de la matière, notamment au niveau du temps, le fait de laisser passer les choses. Tu le disais au niveau du plan fixe, il y a des plans que je trouve fantastiques dans ce film. Il y a un plan où Josh O'Connor vient de ranger l'objet de son casse, il rentre chez lui, sauf que pour rentrer chez lui, vu qu'il est plein de crasse, terre. plein de terre au niveau de son pantalon, il doit changer. Et ben c'est un plan fixe où il y a un léger panoramique, mais en tout cas c'est un plan fixe dans lequel on le voit changer de pantalon. C'est tout con, mais en fait, le fait de laisser durer le plan, le fait de le montrer tel quel, sans fioriture, sans montage, donc sans rythme, ça fait que tu es en tension constante avec lui, parce que tu sens qu'il peut se faire choper à n'importe quel moment, et on verra ensuite ce que cette scène amène à une autre scène qui amène à une autre scène, etc., etc. Et je trouve que ça fonctionne très bien, et même dans les notions d'humour, hein, tu disais que le film était drôle, surtout dans sa première partie, Oui. ça quitte ensuite dans la seconde. Mais voilà, je trouve que ce plan qui a fait rire beaucoup dans la salle, c'est des deux gars qui rentrent, qui sortent de l'endroit volé pour ensuite ranger dans le coffre, et que c'est très long. Je trouve que ça fonctionne bien. Et donc, je me suis habitué à ça, ce qui fait que j'ai passé un plutôt bon moment. C'est que, en fait, vu que je savais que j'allais avoir ça, je savais pas du tout que c'était un film de casse. Je l'ai découvert en même temps que je découvrais le film. Je me suis habitué. Alors effectivement, je trouve que la seconde partie est moins prenante que la première. Elle passe beaucoup plus lentement. La première, tu vois, ressenti 30 minutes, l'autre ressenti 1h30. Mais ça tombe bien parce que c'est un film de 2 heures, donc c'est ce qu'on pense. J'aime beaucoup comment, à travers le temps, justement, elle arrive à travailler son personnage principal, du coup Josh O'Connor, qui s'en sort bien. Il n'est pas aussi bon que par exemple dans History of Sand, que j'avais adoré. Il est très très bon dedans. Mais voilà, meilleur que le film d'ailleurs. je suis pas d'accord. C'est un film que je trouve relativement sympathique. Mais c'est un film sympathique, et c'est ça qui est dommage, parce que le film, il marche bien techniquement. Je peux rien dire de négatif sur le film en termes techniques purs. En termes de technique pure, je peux rien dire de mauvais sur le film. Mais vraiment, encore une fois, c'est la narration pose problème. Il y a un vrai problème de déroulé, de où est-ce qu'on veut nous amener, et là où on nous amène. Et ben, je trouve que en plus, ça se termine vraiment comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ce qui pourrait marcher. En vrai, l'idée en soi n'est pas mauvaise. Mais c'est tout le déroulé du film qui amène à ça, où le film se finit, en fait, t'as envie de rigoler, mais pas parce que c'est drôle, parce que t'es en mode, ah d'accord, c'est vraiment ce qu'elle a fait, quoi. C'est un peu le sketch dans le Palma Show de attendez, il y a une bobine qui vient de sauter ou C'est exactement ça, mais c'est vraiment ça. C'est un peu ce ressenti-là. Après, je suis en mode, ok, je comprends pourquoi elle finit là-dessus, parce qu'il y a une certaine forme de conclusion. Oui, en oui, mode, oui. En fait, elle veut conclure pile au moment où la conclusion commence. C'est-à-dire que elle aurait très bien pu poser un petit peu la situation finale. Là, c'est en mode, il vient de se passer ça, c'est bon. Voilà, on sait que la situation finale va évoluer, donc c'est pas la peine que je te montre autre chose. C'est ça qu'on peut aimer. Moi, il y a un défaut. Alors, on sort de la séance, donc j'ai pas encore eu le temps de vraiment regarder si d'autres personnes. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'écriture des personnages féminins, étonnamment, alors que pourtant, je veux dire, Kelly Richards, c'est quelqu'un qui s'en sort et en plus qui est elle-même réalisatrice. Et puis qui est connu pour bien écrire les personnages féminins. Je pense à Certain Women, certaines femmes. Je crois que c'est ça le titre. Alors, ouais, et c'est elle qui l'a écrit, qui s'en occupait du coup. Il me semble, oui, c'est elle. Et je sais plus. je l'ai pas vu, mais il est réputé pour John me fait weed du pouce. Il est réputé pour avoir un très bon travail sur les personnages féminins. Parce que là, il y a une actrice que j'aime beaucoup qu'on avait découvert dans Licorice Pizza. Qui est superbe. Alana Haim, envers qui j'ai un crush absolu.
c'est pas qu'elle sert à rien dans le film, c'est que son rôle, c'est être la femme d'eux Ah oui, c'est et vraiment être la en mode plante. je suis en désaccord avec toi et je te fais à bouffer. Et il y a d'autres femmes qui apparaissent dans le film et elles sont en mode je suis en désaccord avec toi et je te fais à bouffer. Et je suis en mode. C'est vrai que c'est exactement ça. Alors oui. peut-être qu'elle veut raconter quelque chose au niveau de, du coup, le truc de casse, un truc très nombriliste, très masculiniste, etc. Peut-être qu'elle raconte quelque chose là-dessus. Mais de but en blanc, c'est surtout en mode les femmes ne sont réduites qu'à un seul trait de caractère. Et c'est pas comme si elles avaient une partition intéressante. Donc je suis très surpris Pas par de partition du tout, le. même. Quoi? Il n'y a pas de partition du tout, même. Enfin, Ouais, c'est comme je- tu le dis, mais en vrai, c'est jamais. Enfin, ce serait ridicule de se dire que elle fait ça en mode oui pour dénoncer, parce que ce qui se ressent, c'est qu'elles servent à rien. C'est Et ça. ce qui se ressent, c'est pas en mode ah oui, elle essaye de nous montrer. Non, c'est juste, elles sont là 2 secondes et elles sont là pour faire regardez, je suis là. Regardez, je suis une mère, regardez, je suis une femme, enfin, Exactement. je suis une compagne. Et je trouve ça très dommage. Et surtout quand t'as Alama Haim, tu t'en sers pas pour la réduire à ce Ouais, rôle, carrément. quoi. Non pas qu'il y a des actrices qui sont faites pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà, alors il y a un oui de la part de John. Bref, allez, on va continuer avec les pronostics. Les pronostics Ouais. envie personnelle et pronostics, ce qu'on pense qu'il va l'avoir. Alors Théophile, toi, ça va être un petit peu particulier Et parce oui. que toi, tu vas faire un mix des deux. Tu C'est vas ça. Je suis entre arrivé mardi, donc j'ai vu. tel le Japon qui est entre tradition et modernité, toi tu es entre envie et pronostic. Du coup. Exactement. Alors pour quelle raison justement? Bah oui, j'ai vu que 6 films de la compétition. Au moment où est-ce qu'on Au enregistre? moment où on enregistre, j'espère que dans 24 heures ce sera plus, si tout se passe bien. Mais ouais, non, en vrai, 6 films que j'ai sur les 6, il y en a 4 que j'ai beaucoup aimé et 2 que j'ai un peu moins aimé. Beaucoup aimé. John. Mais non, mais John, il sera à l'aise avec ça. Y a Tu sais pas de quoi? On va souci. le garder. On va le garder, le John qui se fait à l'aise là, en train de sortir son John, barbecue là, en mets-toi plein à milieu l'aise. du salon. Fais ta vie, John. Je pense que là, t'es trop loin pour qu'on t'entende en voix du micro. Bref, alors, je vais te poser les petites questions. Et... Oui. Mais pour les pronostics, il n'y a pas que Théophile, il y a aussi John. Salut John. Salut. Voilà, donc là, on va t'entendre parce que c'est filmé, c'est enregistré à 2 moments différents. Et là, je vais également interagir. On va commencer tout d'abord par La Caméra d'Or. Donc, pour rappel, La Caméra d'Or, c'est le meilleur premier film. En tout cas, le premier film que le jury préfère récompenser. Meilleur long métrage, en tout cas. Quelle est ta Caméra d'Or, du coup? Qui, Eh du bien. coup, mélange le mix entre envie et pronostic. Ouais, bah en fait, j'en ai vu que 2 qui sont éligibles à la Caméra d'Or, qui sont Partir un jour et Eleanor the Great. Et j'aimerais beaucoup que Partir un jour gagne, parce que c'est vraiment un petit bijou ce film. En termes de photos déjà, c'est extrêmement beau, pellicule c'est super beau, et surtout c'est quand je dis bijou, c'est lumineux. J'avais un sourire pendant toute la séance. Après j'adore dès que ça chante dans un film, je perds toute objectivité, mais là vraiment ça se sent, c'est un film qui est authentique. Il y a pas de filtre, il n'y a pas de masque, voilà, ça se sent que les acteurs ils chantent sur le plateau, et ils chantent pas tous parfaitement, mais c'est pas grave parce que c'est fait avec tellement de passion Oui, je suis d'accord. et ça se ressent pendant tout le film. Et ça vraiment, non, ça mériterait une belle récompense. Toi, ta Caméra d'Or en envie, c'est laquelle? En envie, alors faut savoir que j'ai pas vu malheureusement assez de films, de premiers films du moins. Ma caméra d'or va pour My Father's Shadow de Akinola Davis Jr. C'est un film qu'on retrouve à un certain regard. Voilà, film nigérian que j'ai beaucoup aimé. Tant que tu y es, est-ce que tu veux nous donner aussi ton pronostic à ton avis? Qui c'est qui va l'avoir, même si tu nous en as parlé tout à l'heure? Bah écoute, j'ai pas envie de dire malheureusement parce que j'ai pas vu le film et ce serait méchant. Je pense que ça va être le film de Kristen Stewart parce qu'on nous dit qu'elle est rappelée pour samedi soir. On te dit qu'elle est rappelée ou qu'elle parce n'était pas présente ce soir? Elle n'était pas présente déjà à un certain regard pour la clôture, donc en général, c'est que quand on célèbre pas, je pense qu'ils vont la célébrer demain soir. Après, on pourra voir, faut attendre. En fait, c'est le fait qu'elle soit pas présente, tu dis, elle Ouais. sera, si elle est pas présente, c'est Et- qu'elle est présente. Et c'est une rumeur aussi qui court, voilà, faut dire ce qui est. Ah, ok. Pour ma part, ma Caméra d'Or, je vous en ai pas mal parlé et ça a été un immense coup de cœur. Ça sera dans le très haut du top de cette année. Enfin, déjà de ce cadre, mais probablement de cette année. C'est bel et bien Amélie et la métaphysique des tubes de du coup Maïlis Valade et Lian Cho Han Jin Kwan, dont je rappelle, j'ai eu la chance de les avoir en interview qui sortira du coup. On verra peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas encore. C'est un merveilleux film d'animation. Le traitement des couleurs est fantastique et je trouve que ça arrive tellement bien à retranscrire
question d'imagination et de poésie. C'est un film rempli d'amour, alors que pourtant ça traite des sujets comme la mort et la guerre. Mais c'est tellement beau, c'est tellement incroyable en termes de film. Je suis très content. La plupart des gens que j'ai vus autour de moi ont beaucoup aimé le film. C'est aussi un très sérieux concurrent pour les films d'animation au César et à Annecy. Bref, c'est un film, je pense, qui va faire date. Mais vu que c'est de l'animation, il n'aura aucun prix, en tout cas pas à Cannes. Et donc du coup, ma caméra d'or, j'hésite entre deux films que je n'ai pas vu, The President Cake, le gâteau du président. C'est le film à la quinzaine, c'est ça? C'est le film à quinzaine. D'accord. Parce que j'ai entendu beaucoup de bien. Donc je me suis dit, ok, il a une chance. Et sinon, parce qu'il a gagné le Grand Prix à la semaine, et j'en ai parlé ici, je l'avais beaucoup aimé, malgré le petit ventre mou qu'il y a à un moment, Un fantôme utile, ou Pichai Daika. Comment il s'appelle le nom du réalisateur? Tu peux me le rappeler? Oh Romain, merde, s'il te plaît putain, faut que je dise aussi le nom du réalisateur. Attends. Ratchapum Bunbun Shashoke. Voilà. Voilà. Bah écoute, franchement, il a de grandes chances parce que le film est très sympa et en plus, vu qu'il a commencé à gagner des prix et qu'il a l'air de plutôt convaincre autour de lui. Après, je me dis, c'est peut-être un peu trop foufou pour être récompensé, mais... Non, mais après, c'est bien que ça soit récompensé. Moi, pareil, je suis assez mitigé sur le film, mais c'est correct. Voilà. Prix de l'interprétation féminine. Féminine. Je n'ai vu la Drucker que dans L'intérêt d'Adam. Je n'ai pas vu Dossier 137, mais en vrai, je pense que ce serait super qu'elle gagne. Parce que la Drucker, elle mérite tous les prix d'interprétation du monde. Je suis d'accord, et c'est vrai que Dossier 137, elle avait été pas mal citée. Peut-être qu'elle le sera plus tard, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que Dossier 137, sa performance a marqué, donc c'est possible. Ouais, donc ce serait une prono, mais je peux dire l'envie maintenant? Je savais pas si... Oui, là j'ai les deux. Là si t'as les deux, vas-y, fais péter l'autre. Là j'ai les deux. Donc là c'était en prono et en prono, envie. La Drucker, l'envie, c'est évidemment Renate Reinsve. Je le prononce très mal, désolé. Oui. Mais pour Sentimental Value de Joachim Alors Trier. le truc c'est que du coup ça serait 2 fois de suite qu'elle aurait. Parce qu'elle avait la dernière fois qu'elle était venue, c'était pour Julien du Chapitre. Mais donnez-lui à chaque fois, s'il vous plaît. Ça se mérite. Parce qu'elle est juste bouleversante. Ou elle est juste. Elle est juste. Elle est plus que juste. Commence par tes envies. Mes envies, faut savoir que c'est un ex-aequo. Parce que là, c'était compliqué. Je pense qu'on peut se permettre un ex-aequo. Moi, j'ai fait un ex-aequo, mais en pronostic, voilà. pas en envie. Un ex-aequo pour le prix d'interprétation. Donc, je le donne à Nadia Melti pour La Petite Dernière. Oui, c'est son premier rôle en plus. Voilà, que je trouve fantastique. Vraiment, elle a un regard... comme je dis, elle se concentre au niveau de... Quand elle écoute les gens, moi, ça m'a transpercé. Franchement, son interprétation est incroyable. Et la deuxième, c'est pour le film donc, de Saïd Roustahi, Woman on Shield. Child. Pas Woman on Shield. Woman on Shield. C'est Parinaz Izadiar. Et en pronostic Bonne question auquelle j'ai oublié de penser, tiens. À qui je peux le donner? Je veux dire peut-être mon pronostic, peut-être tu vas être d'accord. Ouais. Alors, je l'ai pas vu. J'essaye de le rattraper demain matin, mais vu qu'il est 8h30 et qu'on m'a pas forcément vendu, je suis pas sûr. Mais j'ai entendu pas mal de gens la citer. Et vu que c'est venu pas mal à mon oreille, je me suis dit, ok, c'est Yui Suzuki dans Renoir, l'actrice principale de Renoir. Ouais, t'as raison. Tu sais quoi, je te rejoins. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Okay. Même si, ça serait pas scandaleux, mais c'est pas ce qui me fait plus rêver. Et du coup, en prix de l'interprétation, regarde comment on se rejoint, mon cher John. Prix de l'interprétation féminine, je te rejoins totalement sur Woman and Child. Parinaz Izadiar, elle porte le film, et de toute façon, une actrice qui porte le film chez Roustahi, c'est pas surprenant. L'actrice qui était dans Les Hayes et ses frères portait déjà le film aussi. Ouais, et puis il faut être en forme. Donc il est super bon dans la direction d'actrice. Tu vois, même dans Masculine, je l'ai pas mis, mais l'acteur, j'y pensais aussi. Je me suis dit, putain, ça serait bien qu'il ait un prix lui aussi. Mais pour moi, c'est presque une évidence que ça serait elle qui devrait l'avoir. Mais comme je te dis, peut-être celle de Renoir. Prix de l'interprétation masculine. Masculine en prono, donc de ce que j'ai vu encore une fois et entendu, je verrais bien un Paul Mescal ou un Stellan Skarsgård. Donc Paul Mescal pour The History of Sound et Stellan Skarsgård pour, encore une fois, Sentimental Value. Ou essayer de le prononcer en norvégien pour voir. Allez, bon courage. Bonne chance. Parce que pareil, c'est 2 très belles performances. Stellan Skarsgård en plus, actuellement je suis en plein dans Andor et il est exceptionnel dans Andor. Il est exceptionnel tout court ce mec.
Et en envie, je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais j'aimerais beaucoup que Tahar Rahim le Oh là gagne là. pour Alpha, parce que Tahar Rahim nous livre une performance absolument, mais déchirante d'émotion pendant tout le film. Vraiment, moi, j'avais les larmes aux yeux juste en voyant le regard de Tahar Rahim. En vrai, je suis pas d'accord, mais bon, moi je fais pas les cours Florent, donc bon, à partir de là, je n'ai pas le droit à la parole. Mais si, arrête. Interprétation masculine. J'ai hésité et. Là, t'en as envie, là, du coup. Hein? Là, on a envie. Ouais, en envie, j'ai quand même hésité et j'ai été quand même. J'ai adoré sa performance. Faut dire ce qui est. Joaquin Phoenix dans Eddington. Moi, je l'aime bien, mais pas dans tout le film, donc. Mais moi, j'adore sa folie. J'ai vraiment l'impression d'un personnage des frères Cohen. Et je suis très attaché au cinéma des frères Cohen. Et celui-là est quand même fou, quoi. Sachant qu'il en a déjà eu un de prix d'interprétation pour le Lynn Ramsey Beautiful Day. Bah ouais, mais bon, pourquoi pas deux? Pourquoi pas deux, effectivement. Ça. En prono. En prono, là, j'hésite. Par contre, sur deux. Tahar Rahim, évidemment, pour Alpha. Mais je vous comprends pas les gens qui disent ça, vraiment. Bah, faut dire ce qui est, hein, la transformation physique est quand même assez importante. Oui. Il est pas mauvais dans le film, loin de là. Hein. Franchement, il est même très bon. Le film a tellement de défauts que voilà, c'est difficile de le sauver, mais on peut sauver au moins les interprétations dans le film. Ok. Et aussi, le deuxième va pour la personnage dont je ne sais plus le nom, qui joue dans The Procureur. Ben, écoute, je peux te le dire parce que c'est mon envie. C'est Alexander Kuznetsov. Et c'est mon envie, c'est dans The Procureur, vraiment. C'est un des premiers, c'est le deuxième de la compétition. Et d'habitude, les films en début de compétition, c'est pas ceux qui nous gardent le plus après 2 semaines, quand on a vraiment enchaîné, qu'on a plus d'une trentaine, voire quarantaine de films. Et The Procureur, c'est pas le film que je retiens le plus. Par contre, l'acteur dedans, j'y pense très souvent. Il est très fort. Et il est très très bon. Et franchement, j'aimerais tellement que ce soit lui. Mais parce que là, encore une fois, les bruits de couloir, et on en parlait, et que c'est pas trop Cannes qui fait ça, mais ils aiment bien le faire, récompenser un acteur aussi pour sa carrière. Ça fait plusieurs fois qu'il vient à Cannes, qu'il a pas de prix, et que bon, il est bon quand même, c'est Fares Fares. Mm-hmm. Et Fares Fares dans, du coup, Les Aigles de la République. On prêche à des convaincus tous les deux, mais pour moi, il était exceptionnel dans La Conspiration du Caire. Bien sûr. Donc, il est un peu en deçà dans Les Aigles de la République. Complètement, ouais. Mais ça reste un très très bon acteur. Donc, ça serait clairement pas du vol s'il gagne le prix. Non. Ah, et petit bonus, Richard Gere dans Au Canada. J'ai toujours pas pris le truc qu'il ait rien pris pour ce film, alors qu'il était... Bref, prix du scénario. Alors là, prix du scénario, en vrai, sachant que parmi les films que j'ai vus, j'aimerais bien en mettre, mais que j'ai mis un peu plus haut. Donc, de ce que j'ai entendu, en vrai, la petite dernière de Avi Herzi, j'ai entendu plein de gens le mettre en avant pour son scénario, justement. Donc, pourquoi pas, voilà, j'essaierai de le voir dès que possible. Tu me disais que c'était tiré d'un livre en plus ? Et c'est tiré d'un livre, qui est un peu connu, il me semble. Qui s'appelle Le Petite Dernière aussi. Exactement. Ok. T'imagines, ça aurait été la grande première. Genre terrible, vraiment, ça aurait été vraiment l'inverse. Ouais, c'est ça. Terrible. Ça aurait été Shining, quoi. Exactement. Prix du scénario pour un film qui m'a bouleversé, une sorte de Virgin Suicide sur plusieurs années. C'est donc Son of Falling de Masha Chilinsky. Oui, bien sûr. Oui, non, je comprends totalement. Parce que pour le travail sur la temporalité, tout simplement, que je trouve assez incroyable et que puis tout peut avoir une... Puis même pour ce qu'elle raconte dans l'histoire de ces personnes qui sont très sensibles, on va dire. Pronostic ? Assez surprenant, hein, mais je dirais Wes Anderson. Eh ben effectivement, tu me surprends. Pourquoi ? Voilà. Je pense que cette année, ils vont quand même lui remettre enfin un prix. Ouais. Tu connais mon point de vue. J'adorerais qu'il reçoive un prix. Je trouve ça dommage que ce soit pas celui-ci. Encore une fois, Asteroid City était tellement incroyable que ça me fait tellement chier qu'il ait rien eu pour Asteroid City. Mais je vais te surprendre dans ma suite, tu vas voir. Ok, bah écoute, je ne demande qu'à être surpris. Prix du scénario en envie. Je m'en rendais pas compte que c'est un film qui m'a autant marqué en termes de scénario. On en parlait tout à l'heure. Mais Les Aigles de la République, putain. En fait, je suis tellement admiratif d'un truc tout con, mais de faire de Fares Fares un personnage passif, et qu'à travers ça, il me raconte plein de choses sur la question du militantisme, la question du pouvoir en Égypte, la question de justement se laisser emporter dans des actes dont tu es pas forcément consentant, mais malgré tout, tu te plies jusqu'à un certain point, jusqu'à une limite, tu deviens vraiment un objet risible. Je trouve ça super. Alors, effectivement, on est complètement d'accord. Les personnages féminins, surtout celui de Lina Kundry,
c'est nul. C'est complètement nul en termes d'écriture. Ouais, c'est une petite Mais cata. si on regarde dans l'ensemble, on va dire, je trouve que c'est superbe en termes de scénario, ce que ça me raconte. Donc voilà, alors s'il gagne, ça serait 2 fois de suite parce qu'il avait déjà gagné la conspiration du Caire. Mais c'est un bon scénario, c'est ce que vous voulez. Par contre, en pronostic, et ça m'a surpris que tu l'aies pas cité, je vais pas dire pour moi c'est quasi une évidence, mais la petite dernière. La petite dernière, je trouve qu'il y a une finesse d'écriture et c'est pas celle qui me parle le plus, ça fait partie de ceux qui me parlent le plus, mais je vois très mal le jury ne pas être sensible à la question de la petite dernière. Je pense que la petite dernière aura un prix Oui. et je pense que ça sera le prix du scénario. Alors, je suis d'accord avec toi, mais moi, tu sais bien, faut choisir à un moment donné où est-ce que sûr. tu mets tes œufs dans quel panier, quoi, j'ai envie de te dire. Mais oui, ça serait pas illogique pour le travail, pour la réadaptation du bouquin. Surtout que le bouquin est quand même assez maigre, le film est quand même assez long, presque 2 heures. Non, 2 heures, 1h40. 2 heures. Non, 2 heures, presque 2 heures. 2 Et heures pile même, je crois. il y a des, comme je disais, 1h55 même. il y a des petites, dans mon podcast, il y a des petites différences entre le scénario et le roman qui sont pas négligeables, mais hyper intéressantes, en tout cas. Prix de la mise en scène. En prix de la mise en scène, là pareil, je vais me baser sur les retours. J'ai envie de mettre, je le dis tout de suite, Résurrection. J'ai envie de le mettre partout aussi. J'ai envie de le mettre donc, partout, mais premier degré Résurrection est le film le mieux mis en scène que j'ai vu de la sélection et de ma vie tout court. Mais je ne l'ai pas mis en mise en scène. Et pareil, j'ai entendu beaucoup de bien de Sirat. Et Sirat, de tout ce qu'on m'a dit, bah écoute, pourquoi pas. Ce serait pas déconnant. Ce serait pas, visiblement, ce serait pas déconnant. Eh ben, le prix de la mise en scène, pour moi, c'est The Phoenix Shem de Wes Anderson. Voilà. Eh Pour ben, enfin qu'on puisse le reconnaître à sa juste valeur sur son travail de mise en scène. Je suis convaincu que c'est pas son meilleur film, ça c'est clair et net, et que c'est pas le film qui le mérite le plus de toute la compétition. Parce que si on doit prendre dans cet ordre, évidemment, il y en a un qui va remporter énormément de prix. clairement, Voilà. je suis d'accord. Et mais il faut savoir reconnaître que cet homme mérite qu'on lui tresse des louanges et qu'il remporte enfin un prix. Voilà. Alors, je serais d'accord avec toi à un point, c'est que je vois ce qu'il fait, Wes Anderson. J'en ai parlé ici, il se réinvente constamment en termes de mise en scène, donc le récompenser un jour pour la prise en scène, oui. Mais là, en fait, pour moi, il initie une nouvelle forme de mise en scène dans son cinéma. Il va essayer. Donc pour moi, encore une fois, ce film est un brouillon et je suis persuadé que dans le prochain film, les idées de mise en scène qu'il commence à explorer ici, il les exploitera beaucoup mieux plus tard. Mais j'espère. Donc, ça c'est ton envie, mais ton pronostic. Alors, mon pronostic, parce que je sais pas à quel point Juliette Binoche et son jury vont être assez fous, mais je vois mal s'il ne récompense pas de la plus haute distinction Résurrection de Big Ann, quoi, tout simplement. Ouais, bah écoute, mon envie, c'est évidemment Résurrection de Big Ann, parce qu'en termes de mise en scène, il y en a pas un qui lui arrive à la cheville. Mais si on parle de quelqu'un qui lui arrive peut-être à la cheville, il y a South of Fanning, dont tu me parlais tout à l'heure en scénario, parce que moi, c'est pas tant dans le scénario, c'est en termes de mise en scène, ça fourmille d'idées, et je l'avais dit dans le scénario, enfin dans le podcast, jusqu'à, pour moi, pas à l'écœurement, mais ça m'a perdu. Mais je trouve ça tellement fou en termes de mise en scène et je pense que le jury va être d'accord. Je pense que le jury va récompenser South of Fanning pour la mise en scène parce que c'est plein d'idées et en plus, eux, ils ont vu que eux, je pense qu'ils ont vu beaucoup moins de films que nous, ils sont concentrés que sur la sélection officielle. Ils ont peut-être pu plus l'apprécier. Donc ouais, South of Fanning, pour moi, ça me paraît être un bon concurrent pour la mise en scène. Allez, on rentre dans le top 3 un petit peu. Prix du jury. Alors là, prix du jury, prono, je vois bien Un simple accident, que j'ai pas trop aimé personnellement. Quoi, tu penses qu'ils vont le remettre à un film pas ouf? Eh ben oui, je pense qu'ils vont le remettre à un film pas ouf. Parce que tu dis qu'il risque d'avoir un accident. Enfin, c'est un accident de le mettre à ce film-là. Oui, mais parce qu'en gros, en fait, ils se sont trompés. Ah ouais. Et ils voulaient mettre autre chose et... Non, en fait, c'est la vanne, le titre, tout ça. Ici, on adore l'humour. Ouais, voilà. Non, parce qu'en vrai, pareil, il y a eu des bons retours sur Un simple accident, alors que moi, j'ai trouvé le film vraiment pas très intéressant, mis à part la fin qui est top. Le film est sauvé par les 20 dernières minutes. Tout le reste du film est malheureusement ultra anecdotique, quoi. Je suis pas d'accord, mais c'est un point de vue qui se défend. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Il était tout seul je là. pensais que tu étais d'accord avec moi, mais non, je suis seul. Donc là, t'as dit un pronostic, oui, mais en envie. En envie. Et là, pareil, je vais faire que des ennemis Alpha. Oh là là. Alpha, c'est super. Alpha, c'est très, très, très bien.
Voilà, Julia Ducournau, elle a tout compris sur ce que doit être le cinéma d'horreur. T'es une Ducournau-Zouz aussi. Ah, mais tellement. Elle a tout compris à ce que doit être le body horror et l'horreur et comment elle le modernise et l'ancre dans la réalité de la société d'aujourd'hui. Et il y en a peu qui le font aussi bien qu'elle, à part Cronenberg. Bah, en tout cas, tu la défends bien. Prix du jury, Sirat, d'Oliver Axe. En envie et prono En envie. En envie, tout à fait. Ok, en envie. Ouais. Et je te rejoins, mais bon, tu verras après, en prono. En prono, s'il récompense pas, le film Asia Herzi, je pense La Petite Dernière. S'il récompense pas en tant qu'actrice, voilà. Je peux comprendre, c'était un coup de cœur partagé, donc prix du jury, c'est pas déconnant. Ouais. Pour ma part, envie et pronostic, j'ai envie d'espérer qu'on soit main dans la main, et donc du coup c'est Sirat. Sirat, je pensais que j'allais le mettre plus haut, mais finalement il y a eu des coups de cœur récents qui m'ont fait le mettre en 3e position. Il était très haut avant. Alors que pourtant il était très haut comme tu dis, mais c'est une expérience de fou. Et donc pour ma part, bon, on vous en a déjà parlé, film incroyable qui m'a énormément marqué et que j'ai très très hâte de revoir. Et je pense que le jury ne peut pas passer à côté d'une proposition aussi forte. Je pense pas qu'il aille plus loin, mais déjà un prix du jury pour Sirat, ça peut être vachement bien, surtout que ça montre, on t'a remarqué et t'es suffisamment fort pour qu'on te retienne, mais peut-être pas dans notre vibe. Donc voilà. Ou alors peut-être un prix spécial, mais ouais, Sirat en prix du jury, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Pareil, je pense que c'est un film qu'il faut savoir mettre à l'honneur dans cette édition-là. C'est important. Cannes, des fois, oublie les films à mettre à l'honneur. Oublie à mettre les films à l'honneur. Et je pense que celui-là, passer à côté, ça serait vraiment, je pense, très dommage. Ouais, en plus, il a vraiment marqué le début du festival. Donc, et assez unanimement. Et assez unanimement, oui. Déjà, il faut le dire. Du côté de la presse et des spectacles et des spectateurs. Ouais, franchement. C'est clairement, ouais. Grand Prix. Le Grand Prix, c'est simple, c'est envie et prono, sentimental value. Voilà. Bref, j'ai été bouleversé. Déjà, personnellement, parce que le film, ce dont il parle, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Parce que t'es norvégien. Déjà parce que je suis norvégien. Enfin, c'est suédois, pardon. Oh là là. Mais ça parle de la Norvège dans le film, donc. On s'y perd. Et justement, tu t'y es perdu, donc t'as aimé. Ils disent tous Skoll, donc il y a un moment, faut choisir autre chose. Non, en plus, le cinéma nordique est super, mais il y a évidemment une maîtrise technique et de jeu d'acteurs, d'actrices absolument dingue, mais il y a une façon de traiter le sujet du rapport à l'art. Là, en plus, ça parle de théâtre. Alors oui, j'adore le théâtre, c'est super, donc ça m'a touché perso. Mais encore une fois, il y a quelque chose de très, très actuel dans comment est-ce qu'aujourd'hui on a un rapport à une famille dysfonctionnelle, à l'art, comment les deux peuvent se rejoindre, comment est-ce que nous, dans notre propre anxiété vis-à-vis du monde, on vit avec, comment on va de l'avant. Et ce film est juste absolument magnifique là-dessus, comme l'a été Julie en 12 chapitres à l'époque. Encore une fois, tu le vends bien. Mon Grand Prix, ça a été une évidence. Voilà, Sentimental Value de Joachim Trier. Bien sûr. Qui m'a fait, je pense que j'ai pas mal pleuré durant ce festival de Cannes, mais je crois que j'ai jamais autant pleuré que dans cette séance-là. Et à plusieurs fois dans le film. Presque dès le début, j'étais très ému et à la fin, c'était une rivière, quoi. C'était pas possible. Mais non, ce film est exceptionnel, franchement. Et je pense qu'il va être encore plus apprécié avec le temps. Il faut laisser un peu décanter des fois certains films, mais moi je dis que c'est pas étonnant qu'un film comme celui-là soit autant apprécié de journalistes qui n'ont pas aimé Julie en 12 chapitres et qui adore Sentimental Value. C'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est vrai, effectivement. Et est-ce que tu penses que le jury va te suivre ou qu'en prono ils vont en récompenser un autre ? Je pense que le jury, ne va pas me suivre. Non. Mais non, ils suivraient pas Jonathan Pichot. Non, ils vont pas me suivre. Je pense que le Grand Prix va aller pour Un simple accident de Jafar Panahi. C'est vrai que je l'ai pas mis dans mon pronostic parce que j'aurais peut-être pu le mettre en ex-aequo dans le prix du jury, Un simple accident. C'est parce qu'en fait, je sais pas, je vois qu'il y a une certaine unanimité, mais je sais pas si c'est suffisamment fort pour que le jury le retienne. Mais du coup, en Grand Prix, Un simple accident ? Ouais. Tu me diras, l'année dernière, le Grand Prix, c'était All We Imagine Us Light. Alors bon, vu que c'est un jury qui est différent chaque année, on peut pas vraiment faire des comparaisons. Mais c'est vrai que All We Imagine Us Light, tu vois, c'est pas un gros film comme pouvait l'être, je sais pas, L'amour ouf ou The Substance. Moi, il était dans mon palmarès, par contre. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que la simplicité, ça a toujours ses chances à Cannes. C'est ça que je voulais dire plutôt.
pour moi, le Grand Prix, quitte à ne pas faire des copains, à part chez le Figaro et Ouest France, et ça me fait un peu chier chez le Figaro, je sais pas si je l'ai déjà dit. Je suis désolé, mais History of Sound, ça m'a roulé dessus. Tu vois, vous parlez de votre larme sur le trieur. Moi, c'est chez History of Sound, mes seules larmes d'ailleurs du festival. Mais c'est tellement des thématiques qui me touchent et j'entends le côté académisme, mais je m'en fous. Quand c'est bien fait, même si c'est académique, du moment que c'est bien fait, j'apprécie. Donc voilà, franchement, History of Sound, j'ai tellement aimé. C'est un film que là, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment le revoir. Je veux tellement le revoir pour essayer de me dire, pour me laisser à nouveau emporter. Et Mescal et O'Connor dedans sont exceptionnels, je trouve. Donc, ouais, pour moi, c'est un beau Grand Prix. En tout cas, je suis très content de le mettre en seconde position. Et pour le jury, je pense à un ex-aequo. Je pense qu'il y aura Sentimental Value, que j'hésitais grandement à le mettre en Palme d'Or, mais je pense qu'il y en a un autre en Palme d'Or. Donc Sentimental Value, qui me paraît évident qu'il va gagner un prix. Comme tu le disais, l'unanimité, Ouais. ça a l'air d'être effectivement pas plus maturé, mais en tout cas, tu vois, plus... Il s'est passé quelque chose, quoi. Entre lui et Julien Duchapitre, c'est clairement pas le même film. Calibre. Je sens que là, tu vois, il y a un step-up qui a eu lieu, même si j'ai pas su l'apprécier, pas autant en tout cas. Parce que je pense pas qu'ils vont le mettre en Palme d'Or, mais qu'ils peuvent clairement pas l'ignorer. Et je pense qu'ils vont quand même le mettre en Grand Prix, parce que c'est un grand film, et donc il faut le mettre en Grand Prix. C'est Résurrection de Bigan. Je pense qu'il y aura un ex-aequo, et franchement, si l'ex-aequo c'est Sentimental Value et Résurrection, c'est un beau ex-aequo en Grand Prix. C'est sûr. Et enfin, Palme d'Or. La Palme d'Or, évidemment, Résurrection de Bigan. Grandiose parce qu'en fait, c'est plus qu'un voyage, c'est évidemment un voyage à travers le cinéma, à travers toutes les différentes aires de cinéma, mais c'est surtout une plongée dans l'imagination pure. C'est un outil de création. Il y a 15 idées de mise en scène à chaque plan. J'ai pas passé une seule seconde des 2h40 à pas me dire, je crois que la formulation est bonne, comment est-ce qu'il a fait ça ? Comment est-ce qu'elle a eu l'idée de faire ce plan ? À quel moment tu penses à faire ça ? Tout est extraordinaire et il y a des idées tout le temps, mais ça ne se perd jamais. C'est ça qui est un super. troisième long métrage. Et c'est un troisième long métrage. Comment il arrive à faire ça ? Comment tu fais un truc aussi immense ? À partir du troisième, non mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'estime que vraiment récemment, dans les 10-15 dernières années, à part Pacifiction et Annette, que je considère comme des très très grands films, il n'y en a pas beaucoup qui ont su atteindre un niveau de grâce cinématographique aussi haute sur tous les points techniques et émotionnels d'un film. Et vraiment, Résurrection coche toutes les cases. Dans les 20 dernières années, le dernier en date, à part les deux que tu as cités, c'était Scooby-Doo 2. Donc c'est pour vous dire un petit peu le... C'est super. Oui, voilà, c'était lui le dernier... Je peux dire que la scène du scaphandre qui sort de l'eau, mais les frissons, mon gars, mais les frissons de ouf. Tu parles vraiment inconvaincu. Oui. Mais Martin Scorsese aurait rêvé réaliser une scène pareille. C'est ça, et clairement. Du coup, c'est envie et pronostic, là ouais, la Résurrection, c'est envie et pronostic, bien sûr. Et pour le coup, globalement, si Résurrection n'a pas de prix tout court, ce serait absolument honteux. Bon, je crois qu'on a tous les trois notre même palme. Ouais, le Palme d'Or pour Résurrection de Bigan. Hein. Bon, en temps normal, je t'aurais dit aller jusqu'au prono, mais on est d'accord. Bigan aussi en Palme d'Or. Ouais, non, mais... Je vois pas. Moi, après, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein, je l'aurais pas vu. Ça aurait pas été la palme, évidemment, mais non, il mérite amplement la Palme d'Or. Clairement. En fait, il faut vraiment que... Parce que vu que la palme, il y a aussi le côté intergénérationnel, c'est-à-dire que des films qui vont peut-être marquer... Alors, c'est pas toujours le cas. Hein, il y a plein de palmes qu'on a oubliées, qui pourtant ont quelques années. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des gens qui étudieront l'histoire du cinéma, qui voudront se faire des marathons Palme d'Or, il faudra qu'ils tombent sur ce genre de film. Donc, ça serait... Tout à fait. Vraiment génial que ce film le gagne, mais par contre en termes de pronostic, on ne pense pas que c'est celui qui va le gagner. Non, mais ça serait bien parce que si le film est Palme d'Or, ça veut dire qu'il va sortir avant de la fin de l'année, du moins avant décembre 2025. En tout cas, ça va encourager beaucoup plus de personnes à le découvrir. Et ça serait quel bonheur. Ça veut dire qu'une combinaison de salles plus importante pour un Bigan, ce qui est quand même assez rare parce que son dernier film c'était pas beaucoup de salles, hein, faut pas se mentir, et surtout ça ferait un peu dans le même style que Happy Chapong vers Aceta Cool, quoi, tout simplement, qui est quand même la Palme d'Or qui a fait le moins d'entrées en France. Ouais, mais je pense qu'il pourrait au moins viser les 150 000, entre 150 000 et 300 000 entrées, et puis même ce que ça permettrait d'offrir, ce qui serait énorme. Peut-être pas relancer sa carrière, mais en tout cas se dire le mec il est assuré pour son prochain film, et vu le niveau qui nous
propose. Déjà qu'ils reviennent un peu plus vite quand même. Voilà. Ça fait Mais du longtemps coup, en qu'on l'attendait. pronostic, t'as pas répondu, c'est qui? Ah oui, et pardon. Mon pronostic, je pense, et si le jury n'a pas le courage d'aller vers Bigan, ça sera Joachim Trier avec son Sentimental Value. T'avais pas mis en Grand Prix? Non, Grand Prix, ça c'était En envie. Ok, en oui. envie. Effectivement. Mais en fait, j'hésitais grandement avec lui et l'autre dont j'ai beaucoup entendu parler, que je n'ai pas encore vu, que je rattrape demain du coup. Et lui pour le coup, je le rattrape, c'est une certitude. C'est L'Agent Secret. Alors, j'ai plus le nom du réalisateur. Tu l'as ou pas? Kleber Mendoza Filho. Merci, exactement. Je peux pas trop en parler parce que je l'ai pas vu. Mais je n'ai fait qu'entendre du bien. Ça crée un peu la palme à droite à gauche. Ça veut rien dire, mais Néon l'a racheté. Donc Néon vise vraiment gros là-dessus. Néon a presque racheté tout le catalogue de Cannes 2025. Donc, en même temps, ces dernières heures, hein, ils ont dû racheter 3 ou 4 films en l'espace de quelques heures. Donc c'est énorme. Oui, mais c'est parce qu'il se passe quelque chose avec l'Agent Secret. Donc voilà. Pour moi, je serais pas étonné qu'il ait un prix. Mais il aura un prix, ça c'est une Voilà. évidence. Et comme je te dis, au vu de ce que j'entends, encore une fois, j'ai pas vu le film, mais au vu de ce que j'entends, il a l'air d'être bien pressenti pour la palme. Mais c'est compliqué quand même de mettre sur 23 films, il y a 7 prix quoi. Ouais. 7 prix sur 23. Allez. Oui, après on peut faire des ex-aequo, mais bon, il y a toujours des absents. Et puis, c'est pas parce qu'un film n'a pas de prix qu'il marque pas les esprits. Et en plus, ça rime, donc c'est vrai ce que je dis. C'est vrai. Bref, voilà, c'est l'avant-dernier épisode de Cannes, le dernier avec John. Ouais. Sniff, sniff, tu nous manques déjà, petit ange parti trop vite. Parti trop vite. Merci Théophile d'être venu. Mais merci à toi, Romain, de m'avoir accueilli ici. Merci John De d'être rien, venu. c'était un plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet assez long épisode. Mais écoutez, c'est mon épisode préféré. En vrai, j'aime trop l'épisode parce que je vous accueille tous et qu'on parle des pronostics et qu'on fait un petit bilan. Demain, je sais pas à quelle heure, probablement demain à 18h parce que même beaucoup plus tard parce que demain je suis dans mon train de retour pour Cannes. Mais demain je vous ferai le bilan où je reviendrai seul ou pas. Je verrai quand c'est que j'enregistre sur le vrai palmarès cette fois. Et aussi rapidement peut-être sur les films que j'aurai rattrapés. En attendant, profitez bien de ce dernier jour à Cannes. Profitez bien de votre week-end si vous n'êtes pas à Cannes. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se dit à demain pour l'ultime épisode. Sauf si les Dardanes gagnent un prix, sous quel cas j'irai le voir au cinéma et je vous ferai un épisode bonus, on va dire. Et puis voilà, à demain. Des gros bisous et salut! Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de le dire, monde de merde.